on va pouvoir commencer. Alors, je suppose que si vous êtes ici, c'est que vous vous intéressez un petit peu à la sécurité. Et donc, on va voir un peu ce qui se passe et comment automatiser la sécurité. Je pense que vous êtes conscient qu'actuellement, il y a des attaques qui sont continuelles. Et je me demande à quel point vous êtes conscient que ça arrive. Moi, il y a cette petite carte de Kaspersky que j'aime beaucoup, que je vais vous montrer, qui détaille en temps réel toutes les attaques qui arrivent dans le monde. Bon, je ne sais pas, un super réseau, mais normalement, elle devrait à peu près tourner. Et elle montre justement quel pays attaque quel pays. Elle peut vous montrer les différents types d'attaques, quels sont les pays qui sont le plus attaqués. Donc apparemment, la Mongolie, c'est le 94e pays. Voilà, on peut suivre des attaques. C'est un peu hypnotisant, donc on va arrêter ça. Voilà. Hop. Mais je trouve que ça permet de se rendre compte que vraiment, il y a des attaques tout le temps. Pourquoi ? Parce que les attaques, elles sont automatisées. Et donc, si nous, on fait la défense manuellement, on se rend bien compte que ça ne peut pas marcher. Donc, qu'il va falloir s'en occuper. Donc, moi, je suis Marine Duménil, je travaille à Odo depuis un peu plus de 4 ans. Je suis développeuse et donc depuis quelques temps, je suis responsable du pôle cybersécurité. Et donc, j'aide les développeurs, je forme aussi les développeurs de mon équipe ou des clients pour mieux sécuriser le code. Et moi, vraiment, ce qui m'anime au quotidien, c'est qu'il faut qu'on fasse de la sécurité ensemble. J'ai vu beaucoup d'équipes, et même dans mes expériences professionnelles précédentes, j'ai fait partie de ces équipes de sécurité qui sont loin du code, loin des développeurs. Et en fait, ça ne marche pas parce qu'on propose des règles de sécurité, mais qui ne sont pas appliquées parce qu'on ne comprend pas forcément l'intérêt et que ça bloque le rythme de développement. Donc le but, c'est automatiser au plus proche des développeurs. Et la sécurité, c'est cool. Donc il faut montrer que c'est cool et il faut simplifier la vie de nos utilisateurs. Donc c'est les développeurs, mais c'est aussi nos utilisateurs finaux. Un exemple super concret de comment on simplifie la vie des gens, c'est par exemple les gestionnaires de mots de passe. La sécurité, on sait qu'il y a un gros problème parce que les gens utilisent des mots de passe faibles ou les mêmes mots de passe partout. Eh bien, un gestionnaire de mots de passe, ça permet de générer automatiquement des mots de passe forts, et en plus, on n'a même pas besoin de s'en rappeler. On se rappelle que d'un seul mot de passe. Donc c'est un super moyen de simplifier la vie des gens en améliorant la sécurité. Et donc notre but, c'est de faire ça pour tout ce qu'on automatise, tout ce qu'on fait en sécurité. Chez Théodo, on travaille sur plein de projets. Je fais cette slide un peu parce que voilà, je suis quand même sponsorisée par Théodo pour venir ici vous parler aujourd'hui. Donc on a plein de technos différentes. Si vous voulez changer de poste, changer de job, vous pouvez voir nos offres ou me contacter ou nous contacter. Voilà. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est les équipes ignorent leurs failles de sécurité. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Comment ça marche ? Il faut automatiser. Et puis ensuite, je vous parlerai d'un outil qu'on utilise dans le Lean. Et je vous expliquerai vraiment 2 mots, 2 sens dans ignorer. Il y a, on ne sait pas qu'elles existent, parce qu'on n'a jamais fait de test d'intrusion, on n'a jamais eu quelqu'un qui allait regarder le code, etc. Mais il y a aussi quelque chose que je vois beaucoup et que j'ai aussi beaucoup vu avec la casquette test d'intrusion, c'est on remonte des failles et ensuite il ne se passe rien derrière parce que on ne sait pas quoi en faire, parce qu'il n'y a personne qui prend le sujet. Et donc c'est vraiment les 2 problèmes qu'il y a sur nos applications. Alors du coup, pourquoi c'est ignoré ? Est-ce que vous avez des petites idées de pourquoi on ignore nos failles de sécurité ? Pourquoi on ne les corrige pas ? Ouais. C'est coûteux, ouais. Très bon point, c'est coûteux. Est-ce qu'il y a d'autres idées ? Ouais. C'est pas possible, ok, ouais, donc c'est compliqué, vraiment difficile à mettre en place. Ouais, c'est un bon point aussi. Oui. On ne sait pas qu'elles sont là, ouais, exactement. Effectivement, il faut les traquer. Je prends s'il y a une dernière idée. C'est pas dans le sprint ? Ouais, c'est ça ? Ouais, je suis d'accord, c'est pas prioritaire. Exactement. Donc c'est des très bons points. Donc effectivement, on a parlé de la complexité. Ça peut être super complexe de fixer une faille et aussi de la trouver. En fait, si on prend vraiment un schéma d'archi, mais genre super simple, le plus basique de votre application, vraiment un truc, vous avez votre front, votre back, peut-être quelques dépendances. On appelle une application externe et on peut avoir une base de données.
en fait, les failles de sécurité, elles peuvent être à vraiment tous les endroits de l'application. Et j'ai même pas mis des petites croix sur les flèches, mais j'aurais pu aussi en mettre à cet endroit-là parce que, j'en sais rien, le certificat a expiré, le HTTPS n'est pas bien configuré. Enfin, il y a vraiment chaque point de l'application peut être un point d'entrée, peut être critique pour l'application et donc permettre à un attaquant d'y accéder. Et donc, il y a beaucoup de choses qui arrivent et il y a même la sécurité qui évolue continuellement. Par exemple, donc les CVE, c'est les Common Vulnerability Exposure, c'est les failles qu'on trouve dans les librairies open source, par exemple, ou dans tout ce qui est public. Eh bien, cette phrase que j'aime beaucoup, quand tout le monde est responsable de quelque chose, personne n'est responsable. C'est tous les points où vous êtes allés, tous les meetings que vous avez faits, où on a dit « on va s'en occuper », et le « on », il s'est évaporé, enfin, on ne savait pas qui c'était. Et c'est ce qui se passe beaucoup quand on fait des tests d'intrusion, hein, c'est... à la fin, on remet le rapport à l'équipe qui a demandé le test d'intrusion. Et puis, si personne dit « ça va être la priorité », c'est pas corrigé derrière, parce que ça va pas être pris. Et aussi, effectivement, les membres de l'équipe, parfois, ils ont 1000 casquettes, bien répartir dans l'équipe pour attribuer les rôles. Et aussi, d'ailleurs, quand il y a quelqu'un qui est responsable, même s'il ne sait pas, en fait, c'est trop bien parce que tous les gens vont pouvoir l'identifier et aller le voir et lui dire « Ah, mais moi aussi, j'ai eu un problème de sécurité sur telle partie de mon app. Est-ce que vous aussi, vous avez eu ça ?» Peut-être que lui, il ne saura pas comment corriger, mais il pourra rediriger vers les bonnes personnes parce qu'il aura un peu une cartographie de qui a corrigé quoi, comment ça marche. Et le dernier point, c'est l'impact. En fait, parfois, c'est dur de mesurer l'impact d'une faille et c'est important de se dire que l'impact, il est non immédiat, mais il n'y a pas d'impact. Il y aura peut-être un impact. C'est pas si ça va arriver, c'est quand est-ce que ça va arriver. Souvent, on dit oui, non, mais on ne sait pas, peut-être qu'on ne va jamais se faire attaquer. Non, si vous faites rien sur votre faille, il y a un jour, vous allez vous faire attaquer parce que les attaquants, ils automatisent, ils ont des outils de plus en plus performants, et donc, un jour, la faille que vous allez laisser traîner, elle va être captée par un petit robot qui est en train de scraper plein d'informations, et ça va remonter dans le dashboard d'un attaquant, et là, il va se concentrer sur vous. L'attaquant, il n'a clairement pas le temps d'aller regarder chaque site. Oh, là, il y a une petite faille. Mais il automatise et conception ou de réalisation dans notre programme. Parfois, on a un peu ce mythe obscur qu'une faille, c'est un truc bizarre, où on ne sait pas trop comment ça marche. Non, une faille, c'est un bug, c'est quelqu'un qui a codé quelque chose pas comme il fallait. Ou qui a conçu quelque chose pas comme il fallait. C'est un peu différent quand même, ça ne va pas être remonté par vos utilisateurs ou votre métier en général, parce qu'ils ne vont pas s'en rendre compte et ils ne vont pas tester des inputs un peu bizarres. Et du coup, parfois, pas toujours facile à détecter et à corriger. Donc, si on prend par exemple la première faille de l'OWASP, qui sait ce que c'est l'OWASP? Ok, ça va, il y a quasiment toutes les mains. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une association qui travaille sur la sécurité initialement dans le web, et maintenant le W, ça veut dire worldwide, maintenant c'est le web, l'infra, les applications, etc. Et donc tous les 3 ans, ils sortent un top 10 des failles qui sont les plus critiques. Et donc en 2021, donc le dernier top 10 qui est sorti, il y en a un nouveau qui sort en janvier normalement, eh bien, la faille la plus critique, c'était le Broken Access Control, donc le contrôle d'accès qui n'était pas bien géré, qui était cassé. Et donc moi, si je vois les outils, ils peuvent être intégrés dans la CI, ils peuvent être tournés régulièrement, on peut les faire tourner régulièrement sur nos projets. Un exemple, c'est SemGrep. Moi, j'aime beaucoup SemGrep, donc je vous en parle, mais il y en a plein d'autres. Il y a Snyk, il y a SonarCube, il y a plein de trucs qui existent maintenant, qu'on peut tester sur son projet. Donc avec SemGrep, c'est super facile. On peut lancer notre petit... on installe SemGrep, on lance notre login, parce que maintenant, il faut se loguer, et même ça, maintenant, c'est... Alors, ça prend un petit peu de temps, donc je l'ai lancé en amont. Et donc, je peux voir, donc évidemment, plein de failles. Forcément, c'est vulnérable. Donc là, j'ai 80 matchings. Je peux les trier, et je peux aller en regarder... Ah, super, j'aurais peut-être pas dû faire ça.
Normalement, j'ai bien Internet, mais... Ah oui. Donc, je peux aller en regarder, et ce qui est très cool, c'est que je peux aller voir le détail de ma faille. Il peut me donner des informations, des ressources, comment il le cherche, et je peux même avoir accès directement à ma ligne dans mon fichier GitHub ou GitLab, etc., qui pose problème. Donc là, par exemple, c'est un directory traversal. Effectivement, je n'ai pas vérifié que le nom de mon fichier était cohérent. Et donc, il y a une faille ici. J'ai souvent la question, ensuite, après, dans les questions que je réponds maintenant, c'est ici, c'est semgrep.dev, est-ce que je peux l'auto-héberger, etc. Oui, c'est payant, il faut voir avec semgrep. Voilà, j'ai pas d'action dans semgrep, mais... donc, en tout cas, c'est un des moyens très utiles de regarder un peu ces failles et de voir tout ce qui peut monter. Donc, c'est cool, j'ai toutes mes failles classiques, mais le problème, c'est qu'il y a quand même souvent des faux positifs, et surtout, mes failles métiers, elles vont pas être remontées. Donc, j'ai pas résolu mon problème de contrôle d'accès que j'avais avec la première faille de l'OWASP. C'est peut-être pour ça aussi que c'est dans le top 1 du top 10, c'est que c'est plus difficile à corriger. Du coup, pour ça, ce que je vous propose de regarder, c'est le QRQC. Alors, le QRQC, ça vient de la méthodologie Lean, L-E-A-N. Le Lean, qui fait du Lean ici? Ok, très peu de gens. Il y a 3 mains. Donc, initialement, le Lean, c'est dans les industries. Donc, ça a été développé par Toyota. Et ce qu'ils vont faire, c'est à chaque fois qu'ils ont une pièce défectueuse, ils vont arrêter complètement toute la chaîne de production et ils vont aller regarder cette pièce. Donc ils vont aller sur le terrain, là où il y a la personne qui est en train de construire sa roue, son morceau de carrosserie, etc. Et analyser pourquoi la pièce est défectueuse et remonter dans la chaîne pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et en fait, on peut faire la même chose. Donc, qu'est-ce que ça veut dire QRQC? Ça veut dire Quick Response Quality Control. On va identifier notre problème, identifier notre bug, par exemple, le caractériser. C'est une faille de sécurité de type de contrôle d'accès cassé. On va sécuriser. Donc, dans les usines Toyota, c'est arrêter la chaîne, vérifier qu'on n'a pas d'autres pièces comme ça qui sortent. Là, on va faire la même chose. On va arrêter de coder, regarder la pièce, etc., et corriger. Et ensuite, une fois qu'on a corrigé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller analyser pourquoi c'est arrivé. Et on va mettre en place des actions correctives pour que ça ne réarrive pas et le partager ensuite, capitaliser sur nos apprentissages, le partager à l'ensemble de l'entreprise, par exemple, ou à l'ensemble des équipes, diffuser ce nouveau savoir qu'on a eu sur notre bug. Donc bon, ça c'est bien beau, c'est un flux, mais qu'est-ce que ça donne vraiment dans la vie réelle? Donc, il y a déjà des entreprises plutôt du coup dans les industries qui ont utilisé et ils ont réussi à avoir 0 défaut par exemple sur certains de leurs sites, à augmenter leur taux de livraison, à améliorer la qualité. Et donc nous on veut utiliser la même chose pour le web. Donc pour faire ça, il faut forcément avoir plusieurs connaissances différentes. C'est important de rassembler à la fois les connaissances sur l'application, donc le développeur, les connaissances en sécurité, et les connaissances métiers. C'est comme ça qu'on peut construire une application qui va être fonctionnelle et sécurisée. Et parce que parfois notre pièce défectueuse, elle peut être due à elle peut être due à différents composants de ces 3 éléments. Le QRQC, ça s'inscrit dans une démarche qui s'appelle Shift Left. C'est quelque chose qu'on entend de plus en plus, surtout dans la sécurité, où l'objectif c'est de remonter la chaîne de développement pour dès le début, intégrer la sécurité. C'est ce qu'on appelle aussi quand on dit du security by design. L'objectif, c'est faire de la sécurité le plus tôt possible dans notre flux, l'intégrer directement. Et ça évite forcément des coûts en production ou des coûts de correction, parce que parfois, très bon exemple, c'est sur un projet, ils avaient essayé de le faire le plus tôt possible. Si on a réfléchi dès le début à la sécurité, eh bien, on aurait probablement fait des UID. On pourrait se dire c'est super simple comme faille. Vraiment, on pourrait se dire c'est super simple comme faille. Vraiment tellement basique que personne ne fait ça. Ça, c'est un cas très très inspiré de faits réels. Du coup, je l'ai vu sur une application. Et donc, en fait,
les failles qui nous paraissent les plus évidentes, c'est aussi celles qui sont présentes dans les différentes applications. Et en plus, ça nous permet de voir le QRQC sur un exemple simple. Donc, ce qu'on va faire, c'est, on va étudier la pièce réelle. Donc, la pièce réelle, dans notre cas, c'est le code. Donc là, je vais aller regarder ce qui s'est passé. Donc, j'ai ma route, j'ai ma fonction create or update user. Et ce que je vois, c'est qu'il aurait fallu rajouter du contrôle d'accès. Donc là, c'était une application Spring Boot. Et en Spring Boot, comment on fait? On met une annotation pre-authorize. Enfin, c'est une manière de faire. Et donc ici, il manque cette annotation pre-authorize. Ok, bizarre. Pourquoi ça n'a pas été fait? Pourquoi le développeur ou la développeuse ne l'a pas fait? Eh bien, en fait, ce qui s'est passé, c'est on va analyser justement pourquoi le défaut a été écrit. Et donc, Justine, qui était développeuse, elle a pris la fonction de création du compte utilisateur et elle a rajouté la fonction d'update, mais elle n'a pas pensé qu'il fallait changer les autorisations. Effectivement, pour créer le compte, il n'y a pas besoin de... Enfin, n'importe qui peut se créer un compte, donc il n'y avait pas besoin d'autorisation spécifique. Et donc, une contre-mesure à laquelle on a réfléchi, par exemple, c'est de mettre un pre-authorize par défaut sur toutes les routes. Et comme ça, au moins, on aurait vu, par exemple, en relisant la MR ou la PR, ou même au moment où le développeur écrit, qu'il y avait un problème de permit all. Et en plus, ça peut aussi trigger une alerte plus tard. Enfin, on peut compter les permit all, en tout cas faire attention à ce genre de choses. Et on a aussi notre PO qui n'avait pas précisé dans le ticket qu'il fallait être authentifié ou qu'il fallait modifier son propre compte ou que c'était seulement les admins qui pouvaient modifier un compte. Ça peut arriver aussi dans des applications. Donc, on a pu... le QRQC, c'est un bon exemple pour ensuite former les gens. C'est la partie capitalisation. Là, Justine, elle a pu former son PO Léo en lui expliquant qu'il fallait aussi mettre du contrôle d'accès. Et ça peut être ensuite quelque chose qui peut être ajouté dans le flux de développement d'un ticket. Au moment où on fait la conception, si c'est un ticket on rajoute une route back, on peut se poser cette question d'autorisation. Donc on a creusé une première cause, et en fait dans le QRQC on creuse aussi une deuxième cause, c'est la cause qui s'appelle la cause d'outflow, c'est pourquoi c'est arrivé jusqu'en production. Idéalement, si on code un défaut, il est détecté ensuite super rapidement. Donc détecter rapidement, ça veut dire le plus proche possible du dev, donc par exemple avec le linter, ou avec un hook de pré-commit, ou dans ma CI, ou etc. On va ensuite avancer petit à petit jusqu'à la production. Mais plus on arrive à le détecter tôt, moins on a de rework ensuite. Et donc là, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y avait pas de contrôle d'accès sur les différentes routes. Donc, sur cette route-là, on peut ajouter un test qui ressemble à ça. Ça, c'est un fitness test, donc un test d'architecture, où on vérifie que tous nos contrôleurs sont sécures, c'est-à-dire qu'ils ont la notation pre-authorize. Donc c'est cool, déjà, au moins, on est sûr qu'on aura cette notation. Depuis que ce test a été ajouté, il me semble que sur ce projet-là, il a fail 3 fois, enfin en tout cas 3 fois dont je suis au courant. Et il y a deux des 3 fois, ou une des 3 fois, je ne sais plus, une ou deux, où c'était un vrai cas qui avait été oublié. Il y a eu des fois où c'était des routes publiques, donc ils ont rajouté un pre-authorized permit all, très bien, mais il y a eu des cas où ça a fail parce que personne n'avait réfléchi au contrôle d'accès et l'avait rajouté. Ok, donc ça c'est cool, on a vu un peu le QRQC. En fait, grâce au QRQC, nous on a déjà pu créer plein d'outils d'automatisation. Donc sur un des projets Spring que j'ai pu voir, il y avait 436 endpoints sur une des API, donc c'est cool. C'est cool d'avoir le petit test pre-authorize, mais en fait ça suffit pas pour savoir est-ce que le pre-authorize il est bon ou pas. Parce que y a la règle métier aussi. Je veux pas juste que n'importe qui, ou soit qu'il y ait un permit all et que n'importe qui puisse accéder à la route, ou soit qu'il y ait un pre-authorize, j'en sais rien, juste vérifier que la personne est authentifiée, mais en fait c'était une route d'admin. Donc ça suffit pas de seulement vérifier s'il y a un pre-authorize. Et souvent, c'est aussi le métier qui a la règle de qui est censé avoir accès à quelle fonctionnalité. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est créer plutôt un tableau qui permet d'associer les routes et les pré-authorises associés. Et comme ça, on peut voir qui a accès à quelle route, et ça peut déclencher des vraies discussions entre
l'équipe tech et l'équipe métier de revue de code, mais on revoit le code avec ce tableau. Normalement, si vos routes sont à peu près bien nommées, n'importe qui comprend. Un PO comprend très bien, en tout cas. Et en fait, nous, depuis qu'on a mis en place ça sur un des projets, les PO mettent aussi à jour, ont leur tableau à côté de suivi des rôles. Et comme ça, on peut comparer ces deux tableaux et vérifier qu'il n'y a pas d'incohérence quand il y a une nouvelle route qui est rajoutée. Dans le tableau de côté PO, côté métier, il y a bien cette discussion qui est faite sur est-ce qu'il y a les bons contrôles. Ça, c'est une librairie open source, donc c'est sur du Spring, et ça permet en tout cas de voir, de lister les pre-authorized. Il y en a qui font du Spring ici? Ok, une vingtaine de mains peut-être 30. Mais en tout cas, voilà, si vous voulez utiliser ça, ça peut être un bon moyen de lister ces routes et cette partie-là. Et d'ailleurs, on a rajouté aussi le vérifier que le pre-authorized vient bien de Spring Framework Security, parce que un jour, on s'est rendu compte qu'il y avait un développeur qui avait créé la notation pre-authorized parce que son test failait et donc il s'est dit ok, il faut que je rajoute une notation pre-authorized, et il l'a rajouté. Donc voilà, on apprend de ses erreurs et on a donc rajouté et vérifié que ça venait bien de Spring Framework Security. Et donc voilà, je vous le disais, on peut quand même rajouter un pre-authorized permit all pour les routes qui sont publiques quand c'est nécessaire. Donc je vous disais, le Broken Access Control, c'est le numéro 1 de l'OWASP. On avait fait ça sur une application Spring, on s'est rendu compte que ça marchait quand même bien et que ça avait entraîné une vraie réflexion sur la sécurité. Et donc on a aussi pu le faire sur d'autres applications. C'est aussi open source, donc si vous voulez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder. Vous pouvez mettre des stars, contribuer, on sera hyper content d'être intégré dans la CI, par exemple, de se rendre compte qu'il y a des problèmes sur son application, et ensuite de générer des discussions et des formations. Et on l'a aussi fait sur Django, donc voilà, pareil, c'est open source, n'hésitez pas à aller regarder. C'est des bons moyens d'aller tester votre sécurité. On peut aussi prendre d'autres catégories de l'OWASP, parce que évidemment la sécurité, c'est pas que le Broken Access Control, c'est aussi plein d'autres choses. Alors je parle pas du tout du cryptographic failures, parce que je considère que pour la crypto, il ne faut pas faire sa crypto. Il n'y a pas de question. C'est, à moins que vous soyez un expert crypto, dans ces cas-là, trop bien que vous bossez là-dessus, c'est trop cool et on a besoin de vous pour faire ça. Mais sinon, il y a plein de librairies qui existent, qui sont très bien checkées ou qui sont mises à jour régulièrement avec des algorithmes qui sont robustes. Là, actuellement, les algorithmes qu'on recommande le plus, par exemple, pour le hash des mots de passe, c'est du Argon 2 ou du Bcrypt. On utilise ces algorithmes-là, nous, et du coup, on ne se pose pas du tout la question ensuite d'aller réimplémenter ce genre de choses. Pour les injections, par exemple, on parle beaucoup. Un des premiers trucs auxquels on pense quand on pense aux injections, c'est les XSS. Il y a aussi les SQLI, mais je vais parler d'XSS pour l'instant. Et donc, les XSS, maintenant, il y a beaucoup de frameworks qui, par défaut, encodent ce qui est rendu, et donc il n'y a pas de problème. Sauf que, même si l'input. Et donc, voilà, ça, c'est des petites règles qui permettent, en fait, que les développeurs aient moins de questions à se poser. On a déjà 1000 choses auxquelles réfléchir quand on code. Il faut que ça marche, évidemment, il faut que ce soit joli, il faut que ce soit performant, etc. Si en plus, si on a un outil à côté pour nous aider à faire tout ça facilement, c'est ça de gagner. Donc, comment ça marche? Ça va aller checker les différents nœuds et regarder est-ce que notre input il est sanitisé ou non, pour vérifier si on a un risque d'XSS. Du coup, cette détection d'XSS, elle est faite pour les projets en Vue et en React. Et pareil, c'est une petite règle de linter open source assez facile à mettre en place. Ce qui est trop cool avec le linter, c'est qu'on peut créer ces règles soi-même. Et donc, c'est un truc que je vous encourage à faire aussi quand vous vous rendez compte de problèmes dans votre application. Rajoutez vos petites règles pour être tous alignés et que les développeurs aient pas. Ça vous suffit. Parfois, c'est bien de passer sur une solution un peu plus évoluée parce que ça peut aider. Maintenant, il y a de plus en plus de trucs d'IA aussi qui aident à corriger le code.
Ça marche plus ou moins bien, honnêtement. Enfin, parfois, c'est pas top, mais ça peut donner des idées, donc c'est toujours intéressant. Il y a plein de failles, vraiment. Enfin, le top 10 de l'OASP, c'est même pas toutes les failles, c'est des grandes catégories, mais qui prennent même pas tout en compte. Ils ont sorti, par exemple, un nouveau top 10 pour les LLM. Il y a un top 10 pour les API. Enfin, il y a vraiment plein de choses. Et donc, c'est super important de se mettre ensemble, de mettre tous les acteurs ensemble pour réfléchir aussi à la sécurité et faire plus de shift left. Et du coup, ce que je veux aussi ce que j'aimerais bien que vous reteniez de mon talk, c'est il y a du coup le QRQC, c'est vraiment un outil super puissant pour se poser des questions et trouver des bons moyens de corriger ses failles dans son application. Merci à tous. S'il vous plaît, envoyez-moi des feedbacks. Ça me permet de m'améliorer, de voir qu'est-ce qui est trop simple, trop compliqué, pas clair, qu'est-ce qu'il faut que je change dans mes talks. Donc, je serais super contente d'avoir vos feedbacks. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Je réponds plus sur LinkedIn que sur Twitter. J'aime pas trop Twitter maintenant. Et que je devrais renommer X, mais j'aime pas non plus X. Donc, voilà. Enfin, j'aime pas le nom X. J'aime pas non... Bref. Et donc voilà, n'hésitez pas à discuter avec moi, même voir un peu ce que vous avez mis en place sur vos projets, comment vous automatisez, c'est super intéressant. On écrit avec mes collègues une newsletter où on raconte des failles réelles de sécurité, on s'inspire de ce qui sort dans la presse de tech parfois, mais parfois aussi moins tech. On va analyser techniquement qu'est-ce qui s'est passé, et ensuite on va expliquer comment on aurait pu s'en protéger, les problèmes qu'on a, et comment on fait pour s'en protéger. Voilà, merci à tous. Et si vous voulez récupérer mes slides, vous pouvez utiliser ce QR code et je les mettrai aussi sûrement sur LinkedIn, donc vous pourrez les récupérer. Merci. On a un peu de temps pour des questions. Est-ce qu'il y a des questions ? Merci pour la présentation, elle était super intéressante. J'ai une question par rapport à le fait de mettre en pratique le QRQC, si je dis bien. C'est que quand on repère des failles, donc parfois ça peut être des tests d'intrusion, c'est des choses importantes, parfois c'est par des automatisations, par exemple avec SEMgrep, et on se retrouve avec beaucoup d'informations, souvent, et c'est difficile de faire le tri. Et alors du coup, comment est-ce qu'on peut se dire que cette faille-là, elle mérite que justement on s'y arrête, qu'on stoppe tout et qu'on l'analyse? Globalement, comment on priorise, quoi? Ouais, c'est une super bonne question. Dans la méthodologie Lean, tout problème est un problème à analyser, même le plus petit. Mais effectivement, il faut prioriser. Un truc qui est pas mal, c'est en général, il y a des criticités quand même sur les failles, notamment qui remontent dans les tests d'intrusion, par exemple, ou qui remontent dans SEMgrep, typiquement, ou dans d'autres outils. Donc ça peut être pas mal. Après, moi, je trouve que quand on n'a jamais fait de QRQC, au début, c'est super... c'est quand même un exercice un peu difficile. Donc ça peut être pas mal de commencer avec un problème assez petit. Pas forcément qu'il n'y a pas d'impact. C'est cool s'il a de l'impact, mais s'il peut être... assez facile, quoi. C'est un bon moyen. Et ensuite, on s'attaque à des problèmes de plus en plus gros. Quand je dis un problème facile, c'est par exemple une ligne de code qui a été écrite par un tel et on le sait. Alors attention, dans le Lean, on pointe les gens. En tout cas, les responsables sont là pour avancer et pour beaucoup réfléchir. Mais l'objectif, c'est pas du tout de dire toi, t'as fait de la merde, vraiment, ton code, il est nul. Non, on ne peut pas faire ça. Mais en fait, du coup, ça, c'est plus facile. Alors que parfois, il y a des problèmes, ça fait 10 ans que c'est dans la code base, il y a déjà 3 personnes qui ont touché au code, on ne sait même plus pourquoi, etc. Ça, c'est pas un très bon problème à analyser en QRQC. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Merci, bonjour. Sur le slide où on voit la directive qui a été ajoutée pour bien vérifier que
enfin, la directive de vérification venait bien d'un dépôt officiel. Comment, dans l'automatisation, on gère ce qui, a priori, quand même est quelque chose de fréquent maintenant, à savoir les supply chains sur nos outils et le hack de ce genre de choses et de ce genre de directives, en fait? Ouais, c'est une super bonne question. Bon, il y a tellement de choses dans le supply chain. Enfin, j'ai une autre conf où je parle un peu de CI/CD, par exemple, et du fait que c'est aussi un vecteur d'attaque. C'est super vaste. Moi, je trouve que, le plus simple, c'est vraiment de prendre des cas concrets et de regarder comment c'est utilisé dans son entreprise, dans son réseau, dans une équipe, par exemple, et de voir un peu ce qui se passe. Là, typiquement, on l'a ajouté. Enfin, on n'y avait pas pensé au début, et on l'a ajouté parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait eu un défaut et que quelqu'un avait mal compris le test. Et je trouve que c'est quand même un très bon moyen. En fait, je pense que la sécurité, ça devrait souvent venir comment dire ça ? En fait, l'idée de la méthodologie Lean aussi, c'est vraiment de se poser sur des problèmes et pas de trouver des solutions avant d'avoir eu les problèmes. Ça peut paraître un peu absurde avec la méthode Shift Left parce que justement notre objectif c'est de trouver les problèmes, de résoudre les problèmes en conception. Mais en fait, c'est vraiment ce qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est arrivé dans une autre équipe, est-ce que c'est arrivé dans les gens qui sont dans le même secteur que moi, est-ce que c'est vraiment quelque chose de concret ou est-ce que c'est une chose que je m'imagine parce que là on m'a laissé le temps de réfléchir à 1000 problèmes de sécurité et du coup je pense à beaucoup de choses. Donc j'ai pas un conseil hyper général, mais peut-être regarder un peu plus précisément sur ce qui est fait dans l'entreprise qui va pas bien et là où il y a des points plus faibles dans la supply chain pour regarder un peu ce qui se passe. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou est-ce que vous dormez tous? Non, ou est-ce que c'était très clair et il n'y a pas de questions? Eh bien, ça marche. S'il n'y a pas de questions, alors je vous libère. N'hésitez pas à venir me voir si vous voulez.